d'un article que j'ai écrit il y a deux ans, qui est sur le site, son écrit, qui s'appelle D'où vient la voix. Et ça signifie donc qu'il y a un lieu, comment l'appeler? Bon, Lacan appelait ça le lieu de l'autre, grand A. Il y a un lieu dont nous sommes séparés, je dirais. Alors c'est ça le truc. Impossible à avaler, du fait que nous avons accédé à la parole. Voilà. On peut dire autrement, le fait d'avoir accédé à la parole a nécessité le sacrifice d'une part du corps. Le corps étant pas du tout le corps anatomique, évidemment. Celui qu'on connaît, quoi. C'est autre chose. Et la voix est le premier objet. Alors c'est pareil, c'est pas à prendre au sens commun du terme. Et le premier objet, alors l'objet c'est difficile à définir, mais c'est une part justement du corps. C'est pour ça qu'on pourrait dire, il y a la voix, il y a le regard, il y a le sein, il y a le fesses, enfin, et on définira les stades oral, anal, etc. Avec Freud. Hein. Ouais. Freud n'est pas venu sur le regard et la voix. Tout ça pour dire qu'on aborde des choses assez complexes dans la mesure où il n'y a pas de logique. Il n'y a pas la logique rationnelle explicative, c'est-à-dire la logique psychologique. La logique de la psyché, on ne sait pas bien ce que c'est, la psyché, c'est pas l'âme, même si c'est la traduction grecque. Alors, et j'ai intitulé ça Voix lyrique. Ce qui est important, c'est lyrique, évidemment. Je vais vous dire pourquoi. Et inconscient. C'est pas inconscient, c'est pas l'inconscient. Ça pourrait être inconscient, mais ça fait un peu substantif, hein, si on met l'inconscient. Substance. Et inconscient, pour autant que on va quand même le prendre comme ça, l'inconscient. L'inconscient est ça. On ne peut pas le démontrer, ça peut se montrer. Ce qui fait qu'on peut dire qu'il n'est pas du même coup. Hein. Mais on ne peut pas dire ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est pas le refouler, comme Freud semble le dire au début, mais Freud il est marre, vous savez bien. Hein. C'est pas un savoir refoulé, l'inconscient. Hein. Et quand Lacan parle du savoir inconscient, c'est autre chose évidemment que du refoulé. L'inconscient, c'est quelque chose de ce côté-là du savoir inconscient, au sens de Lacan, c'est-à-dire d'un réel. Alors le réel, c'est insaisissable. Bon. Si l'inconscient est, si on ne peut pas dire ce qu'il est, par contre, il est possible de dire ce qu'il en est de son surgissement. Et Freud, en quelque sorte, on pourrait dire, a passé sa vie laborieuse à essayer de dire ce qu'il en est, notamment, par exemple, tout au début, dans ce qu'on appelle les 5 psychanalyses. Il a essayé de dire quelque chose de ce qu'il en est. Donc vous voyez que l'inconscient, c'est évidemment pas le non-conscient. Bien sûr, c'est pas le non-conscient. Donc l'inconscient, on ne peut pas en prendre conscience.
puisque ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même champ que la conscience. On ne peut pas dire ce qu'il en est. On peut dire ce qu'il en est dans tel cas particulier, mais ce sera dans un cas bien particulier, et alors toute la difficulté, c'est de ne pas partir là, en manifestation, là, en disant, ben voilà, ça a été dit dans tel cas comme ça, donc c'est ça pour ce cas-là. Voilà le problème. Ça ne se manifeste pas comme ça. Alors, voix lyrique et inconscient. Vous voyez qu'on touche à des choses très particulières, parce que je vous dis la voix lyrique. Alors j'arrive au mot lyrique. Évidemment, c'est facile à dire, la voix lyrique, c'est celle qui chante à l'opéra. Oui, c'est bien, c'est facile. Un cheval, c'est fait pour monter dessus, c'est le même ordre. Qu'est-ce que c'est que le lyrique? Alors on peut partir sur la lyre aussi, la lyre d'Apollon, qui est aussi autre chose, c'était l'arc. Mais tout ça, c'est des symboles qui vont pas nous apporter bien grand-chose si on veut être un peu sérieux, en quelque sorte. Alors, voix lyrique. Et on reste sur le mot VOX. On laisse de côté le VOIE, de voix. Et même de VOIS, de l'impératif de voir. Alors je crois que le lyrique, c'est... Enfin, on pourrait définir ça quelque chose comme ça, c'est une tension. C'est une tension entre deux forces. C'est pour ça que si vous écoutez, à mon avis, un film, on a vu il y a 2 jours un film qui s'appelle New York Music, c'est assez récent, c'est assez emballant au niveau de la musique, c'est bien, etc. Il y a du rythme, on a envie de danser, etc. Mais c'est pas lyrique. Pourquoi c'est pas lyrique? Parce que je crois que la musique qui nous emmène, qui nous plaît, qui nous fait dire que c'est bien, etc., qui nous fait danser, n'est pas le produit d'une tension entre deux forces, qui sont des données particulières musicales. C'est une écriture musicale faite par un compositeur à un certain moment. Donc il y a une composition particulière, c'est pas n'importe qui peut écrire la musique lyrique, enfin la musique qui pourra faire, si elle est alors jouée et chantée. Alors jouer, ça veut dire quoi jouer? Les musiciens sont à peu près d'accord sur le fait que tous les instruments de musique sont des instrumentalisations de la voix humaine. Donc, au départ, mais ce n'est pas un départ chronologique. C'est un départ qui peut arriver à un certain moment, après un certain événement psychique. Au départ, il y a cette tension. Ce n'est pas le verbe. Puisque je vous ai dit que le verbe, c'est le moment où, si on accède au verbe, à la parole, ça signifie qu'on a, alors si on est un peu dans un langage comme ça, je dirais christianique, on va dire, sacrifié. Et puis si on sort vraiment de sacrifier la façon dont en latin on pouvait traduire sacer ou sacer, facere, le sacré. Le sacré, ça virait plus du côté de ce qui était mis, de ce qui était banni, c'est-à-dire de ce qui était mis au banc, de ce qui était rejeté. On ne pouvait pas y toucher comme ça. Alors, donc, c'est pour autant qu'on a, bon, je ne dirais pas sacrifier, je trouve que sacrifier, ça fait un peu trop, enfin, pour moi, ça résonne un peu trop du côté du religieux. C'est pour autant que
quelque chose d'autre, qu'avec Lacan on appelle une autre jouissance. La jouissance, c'est pas le plaisir. Hein. C'est quelque chose qui souille, mais qui n'est pas du côté du sens. Il écrit J'-O-U-I, tréma, E, tiret, S-E-N-S. Pour montrer ce qui est important, c'est le tiret. C'est l'espace entre jouit et sens. C'est toujours le manque, le trou qui est important dans le langage. Bon, donc, la jouissance, c'est pour autant que la jouissance qui est liée au fait de parler, que Lacan nommait la jouissance phallique, en prenant ça chez Freud, c'est pour autant que cette jouissance phallique, à un moment de cette jouissance phallique, quelque chose qui était banni, mis au banc, banni, peut surgir, c'est-à-dire que ça passe en contrebande. Vous voyez qu'il y a le mot bande aussi là, hein. On reste du côté bandé, hein, hein. Il y a le mot band là, ça passe en contrebande, hein, que, à mon avis, quelque chose du lyrique apparaît. C'est-à-dire qu'il y a une tension, il devrait y avoir une tension entre cette jouissance-là, celle liée au fait de parler, ce qui du coup, vous voyez, met de côté, ou met au second, au triple, au troisième plan, le sens de ce qui est dit, alors qu'on est notamment dans le monde actuel complètement dans le sens, enfin depuis toujours d'ailleurs, enfin plus particulièrement maintenant. Donc, il y a donc une tension entre une force qui est celle de la jouissance, disons, phallique, c'est-à-dire liée au fait de parler, liée au fait de mettre du sens, liée au fait de comprendre. Hein. Et puis, une autre jouissance qui peut soudainement passer en quelque sorte en contrebande. Et qui renvoie à la définition, effectivement, du sacré, mais pas le sacré tel qu'on l'a nous dans la tête. C'est pas le sacré au sens du religieux. Alors, je reviens à nouveau là-dessus. Habituellement, c'est la jouissance liée au fait de parler. C'est déjà beau quand ça marche comme ça. Hein. C'est déjà beau au sens où c'est beau. Hein. Quand celle-là est présente, c'est donc cette jouissance-là qui domine, qui nous domine, qui nous prédomine. Qui va faire que il pourra y avoir dans ce qui est dit un sens, mais aussi une pluralité des sens par rapport à une écriture. Il y a donc cette jouissance-là, et puis l'autre jouissance est le lyrique, c'est le moment où ces deux jouissances en quelque sorte se rencontrent. Et cette rencontre, c'est pour ça qu'à l'opéra il y a un livret, c'est-à-dire il y a des paroles, il y a de la musique. Dans tout ça, non seulement à l'opéra, mais enfin, en général, hein, souvent dans une chanson, il y a des paroles et un air, de la musique. Mais l'opéra plus particulièrement vise ça. Bon, on peut déjà dire, donc, si le lyrique c'est ce moment-là, la voix lyrique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est pas facile parce que ce qu'on peut en dire, c'est le fait que justement l'opéra, dispositif opéra, le dispositif opéra est en quelque sorte un
un montage qui vise à ce que le réel de la voix, je vais dire un mot sur le réel de la voix, à ce que le réel de la voix soit sublimé, soit idéalisé, ça soit plus que beau. Hein. C'est ce qui fait que on va vouloir absolument, par exemple, je reste dans la dimension lyrique, là, la voix, c'est bien connu, par exemple de Maria Callas ou d'autres, il y a quelque chose de particulier. Bon. Alors, quand je dis que quand un chanteur lyrique chante, il a été amené, c'est ça qui est difficile, dans l'élaboration de la voix qui chante, qui n'est pas la voix parlée, puisque la parole, c'est pas ça. Hein. Il y a même en quelque sorte quelque chose qui fait qu'avant de chanter, surtout de chanter quand on a une voix qui n'est pas trop, qui n'est pas légère, il faut se taire pendant un certain temps. Il faut se taire au sens où il faut pas parler. Hein. Donc, la voix lyrique, ce serait quelque chose qui est l'idéalisation, ou plus exactement, que c'est comme l'inconscient, on ne peut pas dire ce que c'est. Hein. On peut dire quelle est, on peut dire ce qu'il en est de la voix lyrique lorsqu'on entend telle voix, et notamment, à mon avis, c'est surtout dans les aigus. Et c'est celle qu'il faut du fait qu'il ne la faut pas. Et en général, dans les opéras, les voix aiguës, donc, à la fin de l'opéra, il n'est pas rare que les voix aiguës, ceux qui chantent, donc avec des voix aiguës, meurent, soient tués. C'est pas un hasard. Je vous ai déjà dit, pratiquement tous les opéras, enfin les opéras, là je parle des opéras italiens du 19e notamment, essentiellement Verdi, Puccini et d'autres, etc. Et mis à part La fiancée de l'Ouest, le Puccini, le ténor il meurt. Alors bien sûr, ça s'explique par l'histoire qui est racontée dans le livret, dans la parole, parce que, blablabla. Bla, bla. Bon. Mais pour un psychanalyste, s'il meurt, c'est pas pour ça. Il ne meurt pas parce qu'il est, etc. Il a eu, puis il a fait, puis il n'aurait pas dû. Non, ça c'est la psychologie. Ça. Hein. Pour un psychanalyste, s'il meurt, c'est parce qu'il touche, et il peut faire toucher à quelque chose qui est banni, mis au banc, interdit. C'est plus qu'interdit. Qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Non licet, si vous voulez prendre du latin. Ça ne convient pas, c'est pas bien. Hein. Ce qu'on veut, c'est des voix qui fassent plaisir, qui nous endorment en quelque sorte. C'est beau. Voilà. Ça, c'est en ordre. C'est-à-dire qu'on dort. Mais une voix qui réveille par la brillance, ça c'est interdit. C'est exactement ça l'interprétation psychanalyse. Donc, on en arrive, vous voyez, au fait que, évidemment, la voix lyrique, parce qu'évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'a pas de... c'est pas abordé par les spécialistes du lyrique. Parce qu'ils ne sont pas psychanalystes, tout simplement, donc il ne faut pas leur demander... Ils ont une autre conception, c'est une voix qui peut sortir, notamment des aigus avec du brillant, c'est pas faux. Un psychanalyste, à mon avis, ne peut pas en rester là.
Pourquoi? Parce que il a dû rencontrer dans sa cure, s'il est psychanalyste, il a fait une cure analytique, sinon il n'est pas psychanalyste, c'est pas possible. Puis c'est pas parce qu'il a fait une cure qu'il est forcément psychanalyste. C'est peut-être nécessaire, mais c'est pas suffisant. Mais c'est au moins nécessaire. Hein. Eh bien, il a dû rencontrer à un moment ça. Voilà. Ça qui n'est pas ça. Qui n'est pas ça, qui n'est pas la parole. Dans la parole, toute la question, c'est d'arriver à ce que ça et ça. C'est du sens, c'est de la tautologie, pour se comprendre, hein, pour que ça soit bien, que ça soit clair. Et on a besoin de ça. C'est pas du tout, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça. Hein. Mardi dernier, Jacques-Alain Miller, qui est le gendre de Lacan, a fait un article par rapport aux événements actuels, où il dit que finalement le sens, je ne dis pas comme ça, c'est ça, dire tout ce que vous entendez, tout ce que vous racontez, tout ce qui est raconté là, sur les commentaires, tout ce qu'il en est de la parole, c'est dès qu'on parle, on complote. Bon, je trouve qu'il y a de l'idée là-dedans. On ne prend pas, on voit bien ce qui se passe quand quelqu'un se met à parler sur un divan ou en face à face. De toute façon, il se défend, il accuse, etc. On est toujours dans le fait que c'est comme ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'imaginaire. L'imaginaire, ça marche comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a un mot qui sort de travers. Voilà. Alors là, on sort de la bulle. Bon, donc, la voix lyrique, vous voyez que ça pose la question de ce qu'il y a de plus intime et on peut rejoindre le mot, le néologisme qu'a fait Lacan, quand il a parlé d'extime, c'est-à-dire que cet intime-là, il s'agit de le produire. Et ce qui est important, c'est cette production, ce produit, c'est-à-dire ce qui est important, c'est le producteur. Et c'est tout ce qui a lieu dans ce qui peut être trouvé quand on élabore, j'ose pas dire créer, parce qu'on peut peut-être pas dire que c'est une création, mais quand même, bon, lorsqu'on élabore pour gagner, parce que c'est un gain, c'est un plus. Alors, si on parle en termes savants, on va dire, en termes savants, on va dire les fréquences, hein, c'est-à-dire les sons de plus en plus aigus. Alors, est-ce qu'on peut dire que les sons aigus ont un rapport avec l'inconscient? Ben, oui et non. Alors, ils ont un rapport parce qu'en fait, moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour aller. Je pensais qu'au début, ça conduisait à ça. Hein. Parce qu'en fait, ils embellissent quelque chose. Et ils font toucher quelque chose qui est intouchable. C'est-à-dire que cette voix qui apparaît, cette jouissance qui apparaît et qui disparaît au moment où apparaît la parole, eh bien, elle est approchée, mais on n'en est à jamais séparé.
du fait qu'on adhère à la parole. Et on n'a pas le choix parce que, de toute façon, il faut bien passer par là. C'est-à-dire que lorsqu'elle se manifeste, on pourrait presque dire de façon masquée, hein, et qu'elle fait toucher à quelque chose qui est quoi finalement? Ben, à quelque chose qui, si ça dérape, tout petit peu, c'est un cri. L'aigu devient un cri. Si vous n'appliquez pas la technique de façon parfaite, à ce moment-là, c'est horrible. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, mais ça peut devenir horrible. Alors, on ne peut pas faire ça avec un piano. Est-ce qu'on peut faire ça avec un violon? Moi, je n'ai pas la pratique du violon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire ça avec la voix humaine. C'est-à-dire que la voix humaine a cette singularité, je crois que c'est la singularité du lyrique, évidemment, de pouvoir être sur le bord de l'horrible, sur la tranche de l'horrible. Comme disait dans les élégies de Duino, je cherche son nom, ça va venir, car le beau n'est que le commencement du terrible. Les poètes, c'est pas rien. On se demande où il va chercher ça. Oui, c'est celui qui a aimé Lourdes et à Salomé, comment il s'appelle, Rilke. Rainer Maria Rilke, qu'elle avait baptisé carrément Rainer. Elle a tous eu. C'était une loulette, le loup, hein, c'est pareil. Hein. Andrea Salomé. Bon. Donc, vous voyez, alors, quand on a été mordu, par quoi? Ben pas. C'est ça qui doit se passer, à mon avis, à un moment ou à un autre. Je crois que c'est ça que Lacan voulait entendre dans la passe, et il a dit que c'était un échec, parce que ce pas-là, écrivez, vous entendez ce que vous voulez là, mais c'est un pas, c'est aussi bien le pas de la négation que le pas qui fait avancer. Hein. Mais quand ce pas, on ne recule pas devant, c'est comme Antigone, quand on part dans le tombeau, elle ne part pas dans le tombeau du tout. Elle part dans le tombeau pour nous qui la voyons partir dans le tombeau. Mais elle ne part pas dans le tombeau. L'entre-deux morts. Hein. Elle part dans ce... C'est une métaphore de ce que j'essaie de dire. J'en parle dans le texte d'où vient la voix. Elle part pros athès en direction de son destin, mais ectos athès au-delà du destin. Je dis le grec parce que c'est évidemment écrit en grec, sans faute. Et le génie de Sophocle, c'est de dire que c'est epais, lagos. L'accord dit, il traduit, c'est pas l'enfant, il dit lagos. Pour montrer que on touche à quelque chose qui est vraiment pas du tout rationnel, quoi. C'est avant l'âge de raison, si on voulait prendre ce qu'on nous a appris autrefois avant 7 ans, quoi. Hein. Même bien avant 7 ans. Parce que ça n'a pas d'âge, justement. Et à partir du moment où ce n'est plus la pensée, le penseur, qui organise les mots
pour donner du sens dans une phrase, ce que l'on appelle la parole. À partir du moment où on n'est plus en train d'écouter et de n'entendre que ça, c'est-à-dire à partir du moment où on entend, c'est-à-dire on est tendu en direction de ce lieu, puisque écouter, c'est pas entendre, évidemment, même si depuis 3 ou 4 siècles, depuis 1700, il y a cette confusion dans la langue française. Ben oui, ça apparaît au moment où apparaissent les Lumières, c'est quand même pas rien. Un héritage des Lumières. La confusion entre écouter et entendre. Si on écoute, on va entendre. Pas du tout, c'est pas pareil. C'est pas du tout les mêmes. Eh bien, à partir du moment où on est dans cette direction-là, et ça survient, comme le dit Freud, dans l'attention flottante, c'est-à-dire quand surtout on n'est pas pris par ce qu'on nous raconte. Si je rejoins Jacques Alain Miller, c'est-à-dire le complot familial, amoureux, et patatla, et voilà, et 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, hein. Ça use, ça use. Bon. C'est fatigant, hein. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. Ça use les souliers. Bon. Les navets dans les mollets, tout ça. Hein. Tout ça. Hein. Bon. À partir du moment où on n'est plus pris là-dedans, il y a autre chose qui peut apparaître. Voilà. Mais ce n'est pas de l'ordre du vouloir. Et alors, qu'est-ce qui m'intéresse moi plus particulièrement, c'est qu'un jour, effectivement, eh bien, j'ai entendu, je vous ai déjà dit ça, j'ai entendu quoi? J'ai entendu le moment où sur la crête, là, hein, sur la crête, là, entre d'un côté la versant de la parole, qui est la jouissance phallique, et de l'autre côté, le réel de la voix, c'est-à-dire, on ne sait pas bien quoi, mais enfin quelque chose qui est insaisissable, hein, eh bien, à ce moment-là, on va dire la crête, la réunion, eh bien c'est quoi? C'est quand tout ce qu'il en est de la parole et du sens se détériore, se désagrège, hein, et montre son nez, passe en contrebande, quelque chose du réel de la voix, ça s'appelle le cri. Donc le cri de nos jours. Pourquoi? Et si on a été touché par ça, à ce moment-là, évidemment, il y a quelque chose d'autre. Alors on peut reculer. On peut reculer, puis alors, si on recule et puis qu'on en voit un autre qui n'a pas reculé, alors celui-là, là, on va lui en vouloir. Hein. La jalouissance, comme dit Lacan, ça va y aller. Parce qu'évidemment, pour y arriver, on n'y arrive pas comme ça. C'est-à-dire que bon, ça ne s'apprend pas comme on apprend à lire. Hein. C'est déjà pas facile d'apprendre à lire. Hein. Ça passe par le corps. C'est-à-dire qu'on va faire des symptômes. Ah oui. Je ne dirai pas lesquels, mais on va faire des symptômes donc, somatiques. C'est normal. Ce que je suis en train de vous raconter, comme c'est banni, je ne sais pas quelle malédiction peut me tomber dessus, hein, une fatwa quelconque. Bon. Alors, je vais terminer sur quelque chose de peut-être de plus simple, quoique ce n'est pas simple du tout. On vit en permanence, ce qu'on appelle la réalité, comme le dit Lacan, c'est le fantasme. Il n'y a pas de réalité. Voilà. Bon. C'est-à-dire que si je prends un bout de bois, je le mets dans l'eau, vous allez voir quoi? Vous allez voir qu'il est plus droit. Donc on est en permanence, ça s'appelle l'illusion. On est en permanence, de par la sensorialité, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ce que vous voulez. Ouais. Je sais si ça te casse les pieds, mais c'est comme ça. Ça use, ça use. Hein. Eh bien, on est en permanence dans le fait que
On est dans quoi? Dans l'illusion. Et il nous faut l'illusion pour vivre. Alors, est-ce que l'opéra, moi je vais dire ça à n'importe qui, hein, ça, mais quand même on peut poser la question. Est-ce que l'opéra, quand même qui apparaît pas, donc qui apparaît évidemment Monteverdi, tout ça, 1607, etc. Bon, d'accord, tout ça bon. Et qui se développe énormément au 19e. Il y en a un qui a bien repéré ça, c'est le grand Adolphe, ou le petit Adolphe. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a multiplié dans les villes d'Allemagne le nombre d'opéras. Il y en avait quasiment un dans toutes les villes, et dans des villes comme, je crois, Berlin, Munich, je ne sais plus, il y en avait 3. Et c'est à ce moment-là qu'a été fait à Paris par les Garnier. 1850, 60, etc. Hitler, évidemment, il arrive après, mais tout ça pour vous dire qu'à un certain moment, la voix, non seulement parce que c'est la voix du vôtre, hein, bien sûr, il y a la voix du vôtre, ça c'est quelque chose aussi. Hein. Et le mot, il est quand même drôlement fort. Hein. Bon, vôtre, hein. Mais il y a quelque chose qu'apporte la voix qui est de l'ordre, non pas de l'illusoire, hein, parce que l'illusion, c'est pas du tout l'illusoire, hein. Pas du tout, pas du tout. Hein. Illusion, hein, ça vient d'un mot latin, hein, où il y a le mot ludere qui veut dire jouer. Alors jouer, c'est aussi bien se moquer de quelqu'un que jouer quelque chose. On a besoin effectivement, pour que l'existence soit possible, voilà, on a besoin d'une certaine illusion qu'on appelle la réalité. On va pas dire psychique, parce que alors là, on ne sait plus ce qu'on dit. Hein. D'une certaine illusion qui peut tout d'un coup apparaître de façon massive, hein, plus particulièrement. Hein. Et qui, lorsqu'elle ne tient plus, c'est-à-dire lorsque le réel, tout d'un coup, arrive à passer en contrebande, eh bien, crée quoi? Ce qu'on appelle l'angoisse. Donc, vous voyez que ce que je vous raconte, c'est très compliqué, parce que on va à l'opéra, on chante des arias, parce qu'on est poussé par quelque chose, il y a une quête de quelque chose qui n'a jamais perdu, qu'on ne retrouvera jamais, et pourtant, ce qui compte, c'est la quête, hein. Hein? C'est comme certaines personnes ce qui compte, c'est la quête amoureuse, puis quand ils sont avec la personne qu'ils aiment, ben, ça n'a plus d'intérêt. On les habille, on les achète, on les met dans un placard, et puis c'est fini, terminé. C'est terminé. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là-dessus, et puis on continuera un peu la prochaine fois. J'ai essayé d'avancer, d'abattre un peu mes cartes ce soir par rapport à quelque chose qui m'est venu ces dernières semaines concernant l'articulation, la tension entre ce qu'on pourrait appeler l'illusion et la production lyrique. Et finalement la production de la diva, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas le problème. Et ce qui peut expliquer, un psychanalyste il va dire ça, évidemment un historien, non, bon, que Maria Callas elle n'est pas morte parce que son fils était mort, parce qu'au naziste avait laissé tomber. Non, c'est pas pour ça qu'elle est morte. C'est parce qu'à un moment, elle ne pouvait plus chanter. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus produire. Elle ne pouvait plus produire, enfin c'est mon hypothèse. Platon non simple, et surtout elle est morte jeune. Hein. Elle ne pouvait plus produire ce quelque chose qui est cette quête. C'est que la voix finalement lyrique c'est une quête. C'est un produit insaisissable parce que c'est une quête. Pour autant que l'objet qui est quêté, eh ben, il n'a jamais perdu. Et ce qui nous intéresse, ce qui fait qu'on est vivant, c'est parce qu'on est animé par ça. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.